De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mêle l'actu des nouvelles techno, et en ce 13 septembre, on va revenir sur les annonces Apple de cette semaine avec cette keynote que vous avez peut-être suivie avec nous sur 01nettv.com et sur 01net.com. Notre journaliste Pierre Fontaine y était. Il vient de revenir, d'atterrir à Paris pour nous parler de tout cela, évidemment. Il s'agit de Pierre Fontaine. Bonjour Pierre. Bonjour. Regardez-moi ce bel homme qui a quelques heures de vol, c'est le cas de le dire. Yeux. Voilà, et du jet lag, enfin pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo. Hein. Parce que la voix est très claire, donc tout va bien. Ouais, j'ai essayé de l'amener celle-là. Pierre, tu étais donc à Cupertino, tu étais au cœur du réacteur, tu étais dans cette grande salle du Steve Jobs Theater où s'est déroulée la keynote. Ouais. Avant d'entrer dans les détails, que tu nous présentes un petit peu ces nouveaux iPhones, le nouvel iPad, l'Apple Watch que tu as vu et touché, un mot quand même sur un peu le contexte. Tu es allé où en fait? Donc tu étais à Cupertino, enfin donc, juste à côté. On était à Cupertino. Enfin, on arrive. La base arrière, c'est San José, c'est la grosse ville, la Silicon Valley, qui est plus grosse que San Francisco, mais qui est. Enfin, je vous déconseille d'y aller. On s'y emmerde comme c'est pas possible. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien à faire. Enfin, s'il y a des bureaux de poste. Et donc voilà. Et après, effectivement, la conférence, donc l'essentiel, se fait à Cupertino, au cœur même de l'Apple Park. Donc l'Apple Park, c'est le nouveau headquarter, la nouvelle maison mère d'Apple. Juste pour une petite idée, c'est 71 hectares quand même de terrain. C'est gigantesque. Enfin, je sais pas si on. En fait, c'est une énorme. Ça ressemble à une soucoupe volante. Voilà. Alors le terrain fait 71 hectares, c'est-à-dire qu'ils ont via différentes entreprises acheté plus ou moins en douce pour qu'on ne sache pas que c'était Apple différents terrains qui étaient en vente, notamment des terrains qui appartenaient à HP autrefois. Et puis ensuite, ils ont tout rasé. Une fois qu'ils ont eu l'accord, évidemment, ils ont tout rasé. Ils ont planté plus de 9000 arbres et une superbe gigantesque soucoupe volante dont on fait le tour en plusieurs minutes avec des petits cartes électriques comme du golf, quoi, comme des petites cartes de golf. C'est immense. C'est gigantesque. Ce qui impressionne aussi, c'est en fait le verre, la place au verre, tout est recouvert de verre en fait. En fait, tout est. Alors, c'est aussi bien le Steve Jobs Theater, donc où avait lieu la keynote, que l'Apple Park. C'est des grandes parois de verre transparentes, donc complètement transparentes. On peut voir à l'intérieur. Pour une société aussi secrète, c'est un petit peu paradoxal. Ouais. Et le Steve Jobs Theater, c'est un toit en aluminium extrêmement fin qui a été déposé sur les murs en verre. Et c'est effectivement, il y a un côté très, très majestueux, c'est impressionnant et qui fait de manière assez amusante penser aux produits Apple. C'est-à-dire, ils ont construit un produit Apple géant en fait. Et rappelons que c'était le dernier projet de Steve Jobs vivant. Oui, alors c'est lui qui l'a initié et il a effectivement, alors c'est le cabinet d'architecte Foster qui était derrière tout ça et aux manettes du design, c'était Jonathan Ive qui a quitté son poste de grand chef du design chez Apple il n'y a pas très longtemps, qui était présent à la keynote d'ailleurs, et qui a donc façonné, travaillé si bien aux poignées de porte qu'aux éviers dans les toilettes. Enfin, tout est designé et pensé spécifiquement. Et c'est vrai qu'il y a j'y ai pas passé des années non plus, mais quand on y passe quelques heures, il y a un sentiment c'est vraiment apaisant, c'est hyper agréable. C'est pas du luxe au sens bling bling tapageur, mais il y a un côté ascèse et zen qui est vraiment très très agréable. D'accord. Voilà. Donc à l'intérieur de ce grand cylindre, il y a le Steve Jobs Theater. Alors non, il est à côté. Il est, ouais. En fait, alors évidemment, j'ai plus la taille en tête du grand cercle, mais juste les salles de fitness pour les employés font plus de 9000 mètres carrés. Donc ça donne déjà Après, il y a des milliers de salariés là-dedans. Il y a 12 000 personnes. 12 000 personnes. Donc, plus ou moins. Je ne suis pas sûr que ce soit 12 001 ou voilà, mais voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Et en fait, le Steve Jobs Theater, il y a un petit côté mausolée ou temple antique. Il est sur une petite butte un peu à l'écart. Et donc, depuis le Steve Jobs Theater, alors je ne vais pas dire on domine, mais on voit légèrement en contrebas l'espèce de soucoupe volante géante qui est effectivement là où sont les employés d'Apple. Voilà, avant de pénétrer dans le Steve Jobs Theater, quand on est en train de découvrir, si vous êtes avec nous en vidéo, un mot aussi, il paraît qu'il y a un Apple Store dans le campus Apple. De l'autre côté de la rue, en dehors du périmètre surveillé de l'Apple Park. Dans la partie publique, on va dire. Dans la partie publique, il y a ce qu'ils appellent un visitor center, où on a effectivement un bar où on peut acheter 2-3 trucs à boire, etc. Il y a un Apple Store, effectivement, où on peut acheter des produits Apple, logiquement.
évidemment, et aussi, et c'est, je crois, le seul Apple Store au monde qui le fasse, des t-shirts et des goodies Apple. Enfin, quand je dis goodies, non, il y a aussi l'Apple Store du campus. Je dis des bêtises, enfin de l'ancien campus. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on trouve évidemment tous les produits Apple, dans les Apple Store, mais il y a des collectors en fait, voilà, qui font qu'il y a des gens qui viennent exprès dans cet Apple Store pour acheter, par exemple, la casquette qui va bien, le t-shirt qui va bien, le mug qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'est ça. C'est rigolo. Ça. Ouais, c'est pour. C'est un petit peu. Je suis allé à New York, j'ai ramené une casquette des New York Yankees. Voilà, je suis allé à Cupertino, j'ai racheté. C'est un petit peu ça. Et puis, il y a aussi à l'extrémité opposée de l'Apple Store, donc il y a une grande salle avec une maquette de l'Apple Park qu'on peut survoler en réalité augmentée grâce à des iPads, et on voit les différents bâtiments, leurs fonctions. Il y a même une grange du 19e siècle qui avait été démontée précautionneusement parce qu'elle était sur le terrain, qui a été démontée et remontée après les travaux. Et quand on loue dedans, il y a une petite vache en réalité augmentée. Voilà, c'était l'anecdote du jour. La classe. Ouais. Donc le Steve Jobs Theater, c'est on va dire la partie média Oui, c'est leur auditorium là où ils font les présentations, les présentations de leur série. C'est grand. Voilà. Il y a 1000 places, donc c'est pas un salon, ça commence à devenir grand. Oui, c'est un joli auditorium. D'autant plus que, alors il y a la partie, donc on est en sous-sol, oui. C'est enterré. C'est-à-dire que pour y accéder, tu descends, on descend un très bel escalier. Un escalier, qui est au niveau du reste, qui fait un peu penser d'ailleurs à ces escaliers Renaissance, je ne sais pas si les châteaux d'Azel Rideau, etc., où les rampes sont taillées dans la pierre tout en courbe, c'est à peu près ce niveau de classe. Voilà. Et on a donc ensuite cette grande salle auditorium en pente avec un écran géant, des fauteuils hyper confortables qui avaient un petit peu défrayé la chronique d'ailleurs quand au lancement, parce qu'ils coûtaient, je crois que c'était 10 000 $ par siège, 10 ou 12 000 $ par siège. Donc voilà, on est bien installé, etc., etc. Et puis il y a aussi une partie qui est bordée par les escaliers qui permettent de descendre, fermée par des murs qu'on peut basculer, on peut faire disparaître ces murs, et c'est là que sont présentés les produits après les présentations. Voilà. Donc là, si vous êtes avec nous en vidéo, on vous montre quelques images, peut-être que tu as prises d'ailleurs, du Steve Jobs Theater, où on voit en fait l'auditorium, les places, etc. Voilà, c'est une vraie salle de spectacle en quelque sorte. Oui, c'est un cinéma de luxe, quoi. C'est plein, j'imagine. En fait, il y a la partie basse qui est réservée généralement aux invités, on va dire un peu VIP, salariés d'Apple, etc. Donc c'est on va dire un petit tiers de la salle, je dirais. Et puis le reste, c'est analystes, journalistes, etc. Du monde entier. Évidemment, les journalistes, quelques-uns des journalistes français étaient là-bas. Une quinzaine. Donc pour vous dire, c'est beaucoup par rapport à l'habitude. Voilà, Apple invite des centaines de journalistes du monde entier pour venir à Cupertino. Donc la keynote se déroule. On l'a suivie, là elle est retransmise un peu partout. Et pour la première fois sur YouTube d'ailleurs. Ils ouvrent un petit peu leur canaux de diffusion, et c'est bien pour les gens qui ne peuvent pas s'y rendre, pour ceux qui veulent suivre, les fans, etc. C'est ça. C'est plutôt bien. Ouais. Donc la keynote se déroule, et après, donc, c'est ce que tu nous disais, il y a une espèce d'antichambre en fait, une espèce de deuxième partie de salle où là, vous allez, j'imagine, en jouant des coudes, tous, pour voir les produits. C'est même plus que jouer des coudes parfois. Parfois, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a des grandes tables, un peu comme dans les Apple Store, des grandes tables en bois, sur lesquelles sont posés des produits avec des gens qui sont chargés de chaque produit. Il y a un démoeur, une personne qui travaille pour Apple. Pour chaque produit, pour chaque iPhone, tablette, montre présente, il y a quelqu'un. Voilà. Alors après, il y a aussi des produits qui sont présentés seuls sur des petits socles tournants, mais pour tous les produits qu'on peut toucher et prendre en main, il y a un responsable d'Apple qui peut répondre à nos questions, dans la mesure du possible, parce que parfois ils ne savent pas, mais voilà, qui peuvent nous faire les petites démos sur les nouveautés, avec certaines limites, on n'a pas le droit d'enregistrer leur voix, etc., par exemple. Mais voilà, donc c'est effectivement, on ne peut pas prendre le produit et partir en courant, enfin je ne pense pas qu'on irait très très loin. Je pense que ça doit être un peu compliqué. Et effectivement, donc ces tables sont très rapidement entourées par une nuée de journalistes qui essayent de filmer, photographier, etc. Il y a beaucoup d'influenceurs aussi. Il y a les youtubeurs font leur apparence, oui, les instagrammeurs aussi, un petit peu. Alors en France, sur la délégation française, il y en avait 2 ou 3, je crois. D'accord.
Mais oui, ça commence à apparaître chez Apple, oui, tout à fait. Donc, tu arrives dans cette grande salle, il y a les iPhones, les iPads, les Apple Watch, et là, donc, tu découvres tout ça. Ouais. Bon, alors voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu as été surpris de ces produits? Est-ce que finalement... Encore une fois, et ça devient peut-être une fâcheuse habitude chez Apple, on sait à peu près tout ce qui a été annoncé, que finalement, bon voilà, l'effet de surprise est un petit peu atténué. Comment tu ressens quand tu rentres dans cette salle et que tu vois ces produits? Au-delà du fait que ça fait des années que tu le fais et que tu commences à avoir l'habitude, bien sûr. Déjà, la première chose, alors sauf si on arrive à se lever très, très vite et sortir de la salle très vite, ce qui n'est pas forcément facile quand on fait une petite retranscription en live. Donc il faut bien choisir le bon siège pour être pas loin de la salle. C'est tout un art. La première chose qu'on voit, c'est une foule, mais renserrée, genre, je sais pas, il y a une star dans le coin. Et parfois, il y a des stars, d'ailleurs, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé de voir des basketteurs hyper connus, des mannequins que je connais pas, mais bon, on me dit, ah, c'est Machine. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, elle travaille dans la tech? Non, bon, je suis désolé. En parlant de stars, Tim Cook est dans cet environnement. Tim Cook fait toujours un petit passage. Il sert de 3 mains, il se prête au jeu des selfies, des machins. Enfin, très, très américain, très sympa, très carré. Cette année, il y avait aussi Jonathan Ive qui travaille plus pour Apple, mais qui, quand même... on va dire, à marquer l'histoire d'Apple et puis collabore encore en tant que conseiller. Il y avait Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Donc oui, il y a toujours un petit peu des célébrités. Des people de la marque, on va dire. Donc eux ont un petit peu de place généralement, parce qu'il y a quelques gens un peu costauds autour. On ne sait pas pourquoi ils sont là, d'ailleurs. On se demande pourquoi. Voilà. Et puis pour le reste, une fois qu'on a réussi à piétiner les plus faibles et à écarter les autres et qu'on arrive près des tables, on peut voir les produits. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est déjà la personne, on dit bonjour, machin, voilà, est-ce que vous pouvez me faire une petite démo? Alors on fait une petite démo, d'accord, on pose des questions, on va avoir des réponses. Et puis si on ne se fait pas trop piétiner, on fait quelques photos, quelques vidéos, et après on essaye de sauter de produit en produit, parce que là il y en avait quand même pas mal à voir. Sachant qu'effectivement, chaque table chaque très grande table est dédiée à un produit en particulier. Donc voilà, une fois qu'on s'est fait 3-4 bleus aux côtes en voyant les iPhone 11, on essaie de voir les iPhone 11 Pro, après on va voir la Watch, voilà. On essaie de faire ça dans l'ordre qu'on peut. Alors qu'est-ce que tu penses de ces nouveautés? Alors, ces nouveaux produits, on commence peut-être par le 11. Commençons par le 11. Qui est le successeur donc du 10 sorti l'année dernière. Alors moi, le 10R, c'est un iPhone que j'avais vraiment beaucoup aimé, pour des tonnes de raisons, parce que déjà, il touchait le rapport qualité-prix, le meilleur qu'on puisse offrir sur la gamme. C'est-à-dire qu'on avait un prix relativement raisonnable dans la sphère Apple, mais malgré tout, sans faire trop de concessions sur le hardware et sur les capacités techniques du téléphone. Ouais, tout à fait. On va passer de côté le 10R. En fait, le 11 reprend ce rapport qualité-prix, ce positionnement très malin, on va dire. Voilà, en fait, on sent qu'Apple se rend compte que s'il veut vendre des smartphones, il va falloir qu'il pousse un peu les prix un peu plus accessibles. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que l'année dernière, on avait un 10R qui était un petit peu sous la gamme. On avait le 10S, 10S Max qui était la gamme et le 10R qui était sous la gamme, alors que là, c'est le 11 qui constitue l'entrée de gamme. On est vraiment dans le socle. Officiellement, c'est le premier appareil. Après, si vous voulez du Pro, il faut monter dans les tours. Et donc, en fait, juste par ce positionnement, cette appellation, déjà, on voit qu'ils ouvrent la porte vers quelque chose de plus bas. Il est un peu plus noble cette année, le 11. Ouais, il est un peu plus noble. Déjà, c'est vrai que il a une fois encore une puce de dernière génération, donc ça devrait plutôt être performant. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais ils ont une approche avec leur A13 qui est intéressante. Donc ça, c'est le processeur de l'iPhone, qui est le même d'ailleurs sur toute la gamme. Sur toute la gamme. Alors après, ça n'avait pas été le cas l'année dernière vraiment de manière trop flagrante. Peut-être qu'il y aura des variations dans la fréquence du processeur et surtout dans la quantité de RAM qui lui sera associée. Ça change beaucoup. Donc peut-être qu'il y aura, ça on ne le sait pas encore, Apple ne communique pas là-dessus, on ne l'a pas encore eu en main pour les bencher. On dit que le 10R avait 3 Go de RAM et que là, le 11 aurait 4 Go de RAM. En fait, il aurait gagné 1 Go, mais malgré tout, c'est compliqué parce que Apple ne communique pas sur ces données-là. Donc il faut qu'il démonte les téléphones. Oui, ou alors en fait, une fois qu'on peut le bencher avec des outils logiciels, on a ces informations-là. Mais là, pour l'instant, ces informations ne sont pas accessibles. Donc on sait qu'il y aura
des petites différences de performance, évidemment. On sait qu'il y a des différences de performance sur la photo déjà, parce que les nouveaux iPhone Pro ont 3 modules photo à l'arrière, et il n'y en a que 2 sur le 11. Donc il y aura des différences comme ça, mais néanmoins, en termes de compromis, de taille d'écran aussi, il a 6,1 pouces. C'est un très bon compromis entre le 5.8 et le 6.5. Donc le 5.8 qui est le 11 Pro et le Pro Max qui est à 6,5 pouces. Ça. On a un produit qui, à mon avis, est très intéressant. Oui, très homogène en fait. On verra ce que ça donnera dans les faits. Mais voilà, certes, il n'a pas une dalle, une super dalle OLED. Mais c'est toujours du LCD. Mais c'est toujours du liquide Retina LCD de très bonne qualité. Enfin, l'année dernière, quand on avait fait les mesures sur le Nicer, on n'avait jamais vu une dalle aussi bonne en LCD évidemment, en termes de fidélité des couleurs, ce genre de choses. Donc, je pense que ça sera vraiment bluffant. Et à l'œil, quand moi je l'ai pris en main, enfin, on peut chipoter, mais c'est vraiment d'excellente qualité. Alors, il y a beaucoup de nouveautés, mais la plus marquante, c'est l'arrivée donc du deuxième capteur photo. C'est ce qu'on reprochait peut-être au Dicer. C'est là où on était peut-être un peu frustré pour tous des amateurs de photos. Tout à fait. Voilà, il nous manquait ce deuxième objectif. Là, il arrive. Il sert à quoi? Alors, on a cette année, les iPhones raccrochent les wagons avec la concurrence en termes de photos, parce qu'on a vu depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, des très grands angles arriver. Et là, Apple s'est réveillé, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on s'en inquiétait un peu. Oui, c'était presque obligatoire, en fait. Oui, enfin, c'est même surprenant, vu l'avance qu'avait Apple pendant très longtemps sur tout ça, qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt. Bon, ils l'ont fait un peu plus tard. La bonne surprise, je dirais, et ça sera effectivement à voir au fil des tests, à voir quand on aura le temps de faire plein de photos, parce que pendant la prise en main, j'ai eu le temps de faire quelques photos à l'intérieur de la salle, mais on ne peut pas vraiment dire que ça soit hyper pertinent. C'est l'intégration, le savoir-faire d'Apple en matière d'intégration. D'accord. Voilà. Parce que pour ceux qui ont joué avec le P30 Pro par exemple, qui est aussi qui a emballé avec une couverture très grand angle, etc. Quand on passait d'un module à un autre, on avait, alors certes, un changement de largeur de plan, mais on avait aussi une variation des couleurs. On avait parfois une variation dans la balance des blancs qui impacte les couleurs. Alors pour certains, c'était minime cette variation. Elle était malgré tout assez maîtrisée de la part de Huawei. Maîtrisée mais Ouais. visible. Oui. Alors après, il y a aussi effectivement le traitement des couleurs qui est assez propre aux Asiatiques, avec des verts un peu particuliers, des couleurs un peu saturées parfois, qui accentuaient ça. Néanmoins, Apple a toujours joué plutôt le côté naturel en fait, dans les photos. Voilà, Apple a une approche de la colorimétrie qui est en tout cas plus occidentale. Bien sûr. Et donc, à nos yeux, en tout cas, ça semble plus agréable. Mais je te coupe parce que tu dis qu'Apple a raccroché les wagons, mais pas tout à fait. Enfin, est-ce qu'ils ont simplement raccroché les wagons ou est-ce que la locomotive prend de l'avance par rapport aux autres? Et là, quand on voit les spécificités, par exemple, de l'iPhone 11 et de son double capteur, finalement, il n'y a pas de zoom 5x, comme par exemple, on a le P30, même d'ailleurs sur le Pro, il n'y a même pas de zoom 2x en fait sur le 11. Les deux objectifs permettent soit d'avoir donc un plan comme avant et surtout l'ultra grand angle. C'est ça. Oui, tu peux passer de l'un à l'autre. Et donc justement, c'est là où je veux en venir, l'intégration, alors qui est encore plus flagrante sur les Pro, ou enfin les iPhone 11 Pro où il y a les 3 modules, c'est qu'on a une progression de l'un à l'autre, donc qui en fait, enfin, on ne voit pas la différence. Qui est fluide en fait. En fait, on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas de variation de la couleur. C'est comme si j'avais un vrai appareil photo et que je tournais en fait l'objectif. Et ça, en fait, c'est un travail que, à ma connaissance, aucun autre constructeur de smartphone a fait. C'est qu'en fait, ils ont chaque module est calibré en usine et ensuite. Et une fois que les modules sont calibrés et intégrés, il y a un recalibrage au niveau du système, plus ensuite un traitement, et c'est là que la puce A13 a son rôle à jouer, un traitement intelligent via des algorithmes d'intelligence artificielle pour estomper toutes les différences qui pourraient rester. Un mot sur le Pro, quand même, sur les 2 Pros, qui, alors, eux, intègrent maintenant un 3e capteur photo. Voilà.
Donc on a en fait les deux capteurs qu'on avait auparavant. Donc on a un zoom 2x comme sur les iPhones haut de gamme, plus cet ultra grand angle qu'on n'avait pas. 26 et 52, Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Et alors effectivement, on a une couverture de plage qui est franchement, à utiliser, je l'ai utilisé, je sais pas, peut-être 5 à 10 minutes entre les différents trucs. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas eu ça avant en fait? Parce que sur les iPhones, parce qu'effectivement sur Android on l'a depuis quelques temps, mais ça va, je pense, vraiment changer la façon dont on fait aussi bien des photos, on a une petite soirée paf que je suis en train de visiter une ville à l'autre bout du monde, j'ai photographié juste ce bout de statue parce que j'ai pas assez de recul, parce qu'il y a une maison derrière. Ça va vraiment faire, à mon avis, changer l'usage de la photo. Mais Apple ne va pas aussi loin que le P30 Pro, par exemple, qui lui monte en zoom 5x, voire même en 10x hybride. Lui, alors, les iPhone Pro montent jusqu'à 10x en numérique. Après, il faudra voir ce que ça donne en termes de bruit, dégradation de l'image. Mais oui, en fait, on a un 4x parce qu'on fait de 0,5, 1 à 2. Donc, on multiplie effectivement par 4. On ne va pas aussi loin en termes de zoom optique. De zoom même, optique numérique. Mais une fois encore, il faudra voir ce que donne l'intégration. Et moi, de ce que j'ai vu, les quelques minutes où je l'ai eu en main, ça me semble très très prometteur. Et puis après, il y a aussi un autre point sur lequel les iPhones raccrochent les wagons, c'est l'arrivée d'un mode nuit. Si tu veux qu'on en parle, voilà. Alors, il était temps parce que il était temps aussi parce que la concurrence a dégainé ça il y a quelques mois. Et puis que Google le fait très bien. Et puis on va dire tous les constructeurs chinois s'y mettent. C'est le fait de pouvoir faire une photo à peu près exploitable dans des conditions de basse luminosité. C'est vrai que les comparatifs de ces derniers mois étaient vraiment pas à l'avantage d'Apple. Il n'y avait pas de comparatif en fait. Il n'y avait pas de comparatif. On voyait rien. Il y en a un où il y avait quelques points lumineux et puis beaucoup de bruit noir. Et les photos où on avait des clichés qui étaient parfaitement exploitables. Alors là, moi, je vais être très prudent sur le mode nuit parce qu'effectivement, on était dans une salle ultra lumineuse. Donc t'as pas testé vraiment dans la pénombre pour voir ce que ça donnait? Ce que j'ai pu voir du mode nuit, c'est ce mode nuit est automatique, on n'a pas à choisir est-ce que je déclenche ou je ne déclenche pas, ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que c'est très, très Apple de dire je donne pas le choix à l'utilisateur, je pense que je sais mieux que lui quand il en a besoin. Bon, certains diront j'aurais préféré pouvoir le débrouiller. Mais c'est ce qui fait aussi la force d'Apple. Mais c'est la simplicité. N'importe qui peut faire une photo à peu près correcte. Voilà. Donc en fait, il se déclenche dès que la lumière descend. Donc moi, je me suis amusé à occulter un petit peu le capteur pour voir ce que ça donnait. Effectivement, il se déclenche tout de suite, sans qu'on ait de délai. Et ensuite, on peut aussi, il y a un petit réglage qui permet de régler un temps de pause. Alors ça, c'est évidemment surtout pertinent quand on se cale contre un mur, quand on a un petit trépied. On bouge pas et que là il y a vraiment peu de luminosité. Voilà. Et là on peut faire a priori des super photos, par exemple ciel étoilé, bâtiment peu éclairé de nuit, etc., ou même un portrait si personne ne bouge pas trop. Le prix de ces iPhones, on commence à 809 € en France pour le 11. Pour le 11 et ça on monte à 1600. Après c'est 1259, 1259 par entrée évidemment. Sur le 11 Pro. 11 Pro Max, oui. C'est vrai qu'ils auraient pu supprimer le 11 et garder juste Pro et Pro Max parce que ça commence à faire vraiment long là. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Évidemment, ces téléphones arrivent bientôt. Les tests sur précommande dès tout à l'heure, dès 14h. Et dans une semaine, on pourra les recevoir. Et le 20, lancement officiel. Dans les magasins. Voilà. Un mot rapide sur les deux autres produits annoncés. Un iPad assez intéressant, je trouve, au niveau rapport qualité-prix. Alors, l'iPad devient de plus en plus intéressant. Donc l'iPad qu'ils avaient lancé en 2018 était à un tarif qui défie un peu toute concurrence pour un iPad. Il est à 389 €, donc plutôt intéressant. Mais il avait encore sa dalle de 9,7 pouces. Là, en fait, c'est le même, mais qui est. C'est le même, mais ils ont poussé les bords. Un petit peu poussé les bords. Mais alors, quand je dis pousser les bords, il faut ne pas se faire d'illusions. On n'est pas avec un iPad Pro où on a quasiment plus de bordure et on est passé à Face ID. Là, on a toujours un Touch ID, donc on a toujours le bouton Home sur lequel on met son doigt pour s'authentifier. Mais néanmoins, le gain à 9,7 à 10,2, sachant que on est resté à 10,2 parce qu'à 10,5 on a l'iPad Air, il faut le garder en tête celui-ci. Il est arrivé en début d'année, là en avril, mais on a donc là maintenant une gamme qui a été complètement renouvelée et donc on a une dalle de 10,2 pouces qui est plutôt agréable, franchement. Enfin, on a un petit peu gagné d'espace de travail, donc très bien. On garde la même puce, la diffusion. On pourrait un peu grincer les dents, mais bon, pas tellement le choix.
en termes. Et le prix est intéressant, hein, ouais, on est le prix 389, voilà. donc c'est plutôt pas mal. Ouais, on gagne quelques dixièmes de pouce finalement pour le même prix par rapport au précédent. Et on a les smart connecteurs qui permettent de connecter un clavier, le clavier Apple, qui est évidemment dédié. Et sans être obligé de se connecter en Bluetooth. Voilà. Pierre, on termine rapidement, il nous reste 1 minute. On aura d'autres occasions. L'Apple Watch qui a été mise à jour. Alors là, il y a moins de choses à dire. Hein. C'est une légère itération en fait, de la génération précédente. Oui, alors c'est une légère itération. Néanmoins, on a une fonction super intéressante. C'est l'arrivée du Always On Display, c'est-à-dire de l'écran toujours allumé. En fait, ils ont gardé la technologie LTPO de l'année dernière, qu'ils ont introduit l'année dernière, d'ALOLED un petit peu spécial. Ils ont rajouté des contrôleurs et des capteurs qui permettent en fait de diminuer la luminosité de l'écran et aussi de diminuer son rafraîchissement. Et on sait bien que le rafraîchissement, c'est qui aussi consomme beaucoup. Cool. Ce qui fait que quand on est en mode, j'ai tourné mon poignet, je suis pas en train de regarder, on est rafraîchi à 1 Hz, donc c'est-à-dire une image seconde, voilà. Et donc en fait, on a tout le temps l'heure, en gros. Hein, on a tout le temps l'heure, on a tout le temps les complications. Elle va s'allumer un petit peu plus pour qu'on puisse vraiment. Non seulement elle s'allume un peu plus, mais le cadran va changer. Pour être plus lisible. Alors, quand il va s'obscurcir un petit peu quand il est en mode un peu veille, il va se rallumer et s'éclaircir, changer. Avec, par exemple, il y a des petits détails. Par exemple, la trotteuse ne s'affiche pas quand on est en mode veille et elle réapparaît immédiatement quand on regarde sa montre. Le prix, on est à peu près dans les mêmes gammes de prix que les Apple Watch haut de gamme, on tout va dire. Tout à fait. Et on a toujours la série 3 en entrée de gamme à 229. Voilà, les 3,99 et 4,99 je crois pour la nouvelle. 4,99 avec évidemment la 4G intégrée. Voilà. Pierre, merci. Bon week-end à toi. Merci. Repose-toi bien. Merci en tout cas d'être venu juste après ton voyage à Cupertino pour nous parler de tout ça dans De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr le week-end prochain. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous et merci de nous suivre à la fois en version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.